Précédemment, dans Cartel Nord. À l'heure actuelle, on va dire tous les charbons, presque, ils font 11h, 2h du matin, minuit, 10h du matin, il y en a qui sont déjà ouverts. Tu as beaucoup de réseaux, ça a toujours même autant de réseaux, tu en as même plus, tu vois, mais c'est quelques équipes qui se partagent le truc. C'est compliqué d'avoir un truc à toi maintenant. Il y a de moins en moins de jeunes de Marseille qui veulent travailler pour les réseaux marseillais, ça c'est certain. Il y a de moins en moins, c'est parce que c'est devenu trop dangereux. Dans ses confessions, cet ancien caïd révèle l'emprise du trafic de drogue à Marseille. Un trafic qui impacte tous les quartiers, ou presque. Et un chiffre le prouve, près de 100 points de deal quadrillent aujourd'hui la ville. C'est le résultat d'un business en constante évolution. De l'arrivée des premiers points de deal à la livraison à domicile, les réseaux ont toujours su capter les tendances du marché. Dans ce 3e épisode de la saison 2, Cartel Nord retrace les débuts et le développement du trafic de cannabis à Marseille. Bienvenue dans la 2e saison de Cartel Nord. Une plongée inédite au cœur d'un réseau de trafic de drogue. Un podcast original, La Provence. Épisode 3, Marseille, capitale du shit. C'est un port immense derrière la Major. Un port qu'on toilette au petit jour et qui, d'heure en heure, va s'enfiévrer de déchargements et de trafic quand le halètement des treuils a remplacé le souffle nocturne du Mistral dans les matins. Ce reportage de 1956 sur le port de Marseille et ses trafics en tout genre prouve que cette ville est depuis toujours un lieu de passage important, un véritable carrefour de civilisation. De par sa situation portuaire et le fait que transitent à Marseille des populations venues de tout le pourtour méditerranéen au moins, et puis aussi l'Afrique subsaharienne et l'Asie. Claire Duport est sociologue et responsable de recherche à l'association Transversité. Elle travaille depuis une vingtaine d'années sur les trafics de drogue. Les gens qui passent et transitent par Marseille viennent aussi avec leurs habitudes qui peuvent être pour certaines le kiff, donc de fumer le cannabis. Une consommation de drogue d'abord marginale, mais au tournant des années 70, une bascule s'opère. En 1968, cela fait 10 ans que la France est présidée par le général de Gaulle. La croissance économique ralentit, le chômage augmente et la rigidité de la société est contestée par une jeunesse en quête d'émancipation, qui écoute du rock'n'roll et a les cheveux longs. On est dans une époque de contre-culture, de contestation par une partie de la jeunesse de l'époque, de cette société de l'argent et de la réussite qui se profile. Et une partie de la jeunesse contestataire va trouver dans ces produits, et pas par hasard ces produits-là, le cannabis et l'héroïne n'ont pas les mêmes effets, mais ont quand même l'un comme l'autre des effets un peu planants, quoi. Ces produits vont se diffuser au tournant de ces années 60-70. Le fait de société contestataire se transforme alors en opportunité de marché. Le cannabis devient un produit à la mode et les prémices d'un trafic apparaissent. Dans un premier temps, cela se fait de manière artisanale. Jusque dans les années 80-90, l'essentiel de l'importation du cannabis sur Marseille, elle est faite par des toutes petites équipes, voire des individus qui circulent comme ça entre la France et le Maroc et qui ramènent du cannabis. Le marché local s'est étendu par ses proximités relationnelles. Un cousin qui va mettre en contact avec un voisin qui, et comme ça, des figures émergent, mais en fait, elles reposent sur tout un réseau relationnel qui va des zones de production jusqu'aux espaces de diffusion. Face à ce marché artisanal et naissant du cannabis, les organisations criminelles de l'époque sont, elles, tournées vers l'exportation d'héroïne aux États-Unis. Une organisation criminelle, un groupe corso-marseillais, s'occupe de ce trafic. C'est la French Connection. Dans le viseur des États-Unis et de son président Nixon, ce réseau criminel est en perte de vitesse et d'influence dans les années 70. En parallèle, les premiers trafiquants de cannabis commencent, eux, à s'organiser. Le crime organisé corso-marseillais va un peu disparaître du champ des drogues et pour laisser place à de nouvelles générations
et aussi à l'arrivée d'une nouvelle substance qui est la résine de cannabis à partir de la fin des années 70 et des années 80. Michel Gandilon est criminologue à l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Alors la population qui s'est emparée de ce marché, tout naturellement, d'une certaine manière, c'est ce que j'appelle les filières franco-maghrébines du cannabis. La résine de cannabis est produite au Maroc et donc effectivement il y a des liens naturels entre l'immigration qui vient du Maroc, du Maghreb et puis la production de résine de cannabis. Donc les premiers trafics ont commencé à se mettre en place au début des années 80. Ça commence comme un trafic relativement artisanal à l'époque. On parle d'économie de bazar, c'est-à-dire des familles qui rentrent pour les vacances d'été au Maroc, en Algérie, prennent l'habitude d'en ramener. Peu à peu, une filière se met donc en place, dopée par une hausse de la consommation. À Marseille, les premiers points de vente apparaissent. Ceux qui ressemblent le plus à ce qu'on appelle aujourd'hui des points de deal, on les voit apparaître dans ces années 1970 et encore plus dans les années 1980, pas du tout dans les cités. Quartier du Panier, de la Belle de Mai, de l'Opéra. Dans des bars souvent, mais des fois chez des gens, ou dans des rues qu'on connaît. Voilà, la rue Untel, la Belzunce, la rue Untel, la Belle de Mai, etc. Où on sait que là, il y a de la vente d'héroïne, de cannabis. C'est essentiellement dans le centre-ville de Marseille que ça se passe. Dans les années 80, la demande en cannabis poursuit sa progression. Du côté de l'offre, un basculement s'opère. Le trafic quitte alors en partie le centre-ville, il s'installe vers les quartiers nord. Ce déplacement dans la ville, il se fait aussi à l'aune d'une paupérisation très importante des cités et des quartiers pauvres. Il faut vraiment le regarder comme ça, quoi. Cette bascule, elle est peut-être pas tant une bascule de l'organisation d'une criminalité organisée des drogues, mais plutôt une bascule de la déliquescence sociale et de la paupérisation des populations. Avec ce déplacement vers les quartiers nord, le trafic change de dimension et se professionnalise. Et des figures déjà connues dans le banditisme s'emparent de ce business. Les policiers ont montré dans les années 80 le profil type des responsables de trafic. Ce sont des délinquants et des criminels qui avaient fait leurs premières armes dans le milieu des braquages, des attaques à la voiture bélier. Donc c'était des gens qui étaient déjà des délinquants, des criminels d'habitude, comme on dit en criminologie, chevronnés et qui ont vu par opportunité un business potentiel se développer et qui se sont lancés là-dedans. À mesure que la consommation va se développer dans la société française, et notamment dans les années 90, puisque la consommation de résine de cannabis va doubler entre 90 et 2000 en France, donc le trafic va progressivement se professionnaliser. C'est-à-dire que pour importer des dizaines de tonnes pour satisfaire les besoins du marché français, il faut toute une organisation complexe, donc qui exige une professionnalisation. Donc on passe de l'artisanat à la professionnalisation, donc les années 80-90 sont cruciales à cet égard. Des trafiquants chevronnés et un produit de plus en plus consommé, dans les années 90, la vente de cannabis prend de l'ampleur. C'est l'arrivée des premiers points de deal. Il y aurait une bascule à partir du moment où ça descend dans la rue, sur la place ou en bas de l'immeuble, etc. Au début des années 1990, 91, 92, là aussi, on identifie visuellement des points de vente dans quelques cités de Marseille. Bon, classiquement, on a toujours eu la cité de la Castellane, qui est une grosse cité marseillaise que tout le monde connaît. Et puis, historiquement aussi, les Cèdres et les Lauriers. Olivia Glaser est la chef de l'antenne Aufast,
l'Office anti-stupéfiants de Marseille. Pourquoi les points de deal aujourd'hui sont dans ces cités? Tout simplement parce qu'en fait, c'était facile, ils dealaient en bas de chez eux. L'historique du point de deal, c'est je suis en bas de mon hall d'immeuble et je vends parce que c'est facile de vendre en bas de chez moi. Donc, c'est comme ça qu'en fait, on a basculé dans un autre système de trafic. Dans la plupart des grandes cités de Marseille, le business se fait désormais aux yeux de tous. Et au milieu des années 90, les trafiquants bénéficient d'un coup de pouce involontaire. Le 26 mars 1995, avec les accords de Schengen, les frontières de l'Europe tombent. 7 pays mettent en œuvre dès dimanche prochain les accords de Schengen, la libre circulation à l'intérieur d'un seul et même espace. Avec ces accords, le casse-tête de l'acheminement du cannabis depuis l'Espagne est simplifié. On fait disparaître les douanes, au sens frontière. Jean-Baptiste Perrier est professeur en sciences criminelles et doyen de la fac de droit d'Aix-Marseille. C'est-à-dire qu'on ne filtre plus les véhicules à chaque fois qu'ils franchissent une frontière. Donc cette liberté de circulation des véhicules a conduit à une liberté de circulation des produits et donc des stupéfiants. Des points de vente installés, une route de la drogue facilitée et des entrepreneurs du shit organisés. À la fin des années 90, la filière du cannabis est structurée. Mais l'appât du gain entre les différentes équipes est tel que les premières tensions ne tardent pas à émerger. À partir des années 2000, les cycles de violence entre les trafiquants se multiplient. C'est le début de l'ère des règlements de compte sur fond de trafic de stupéfiants. 3 hommes sont attablés et regardent tranquillement le match de football Milan AC Lyon à la télévision. 8 tueurs s'approchent en silence. Vêtus de blousons noirs, cagoulés et armés de gros calibres, ils entrent dans le bar et ouvrent le feu. À l'intérieur du bar, les policiers relèvent 3 cadavres, dont celui d'un certain Farid Berrama, 39 ans, bien connu des services de police. Le 4 avril 2006, Farid Berrama et 2 de ses proches sont abattus. C'est la mort de l'un des premiers grands caïds des cités marseillaises. Farid Berrama était lié aussi au milieu corso-marseillais, travaillait dans le secteur des jeux, donc il fait un peu la liaison entre l'ancien milieu corso-marseillais et le néo-banditisme de cité, comme l'appellent les policiers à Marseille. Ancien homme de main de Francis le Belge, l'un des parrains du milieu marseillais, Farid Berrama flaire le bon filon du trafic de cannabis à la fin des années 90. C'est pas lui qui décide de se tourner vers le cannabis, c'était déjà le cas auparavant, on avait déjà du trafic, mais c'est lui qui prend le lead, un petit peu, qui prend très vite en tout cas l'ascendant sur d'autres, parce qu'il fait le choix plus vite, parce qu'il est plus impliqué dans les trafics préexistants. Donc c'est vrai que c'est un personnage important, alors clé, il y en a d'autres, mais en tout cas, c'est un personnage important, ça c'est évident. Et il a pris ce qui allait devenir le plus rentable, en tout cas ce qui allait exploser. Et puis surtout, c'est l'un des premiers à avoir dupliqué ce qui se faisait dans le cadre de la French Connection, au trafic de stupéfiants. Il ne s'est pas contenté de le gérer comme une structure un peu clanique et familiale, mais plutôt de l'envisager comme une entreprise. Dans sa gestion du business, Farid Berrama est soupçonné d'avoir recours à des méthodes ultra-violentes. Parmi ses surnoms, par exemple, l'un donnait le ton, le rôtisseur, en référence à la technique dite du barbecue, qui consiste à brûler le cadavre de ses ennemis. Depuis 2006 et la mort de Berrama, la violence entre les réseaux de stupéfiants n'a jamais cessé. Chaque année, une dizaine de morts au moins sur fond de trafic de stupes est recensée, et paroxysme de cette ultra-violence, en 2023, 49 personnes ont été tuées. Dès lors que c'est une économie capitaliste et mondialisée, il y a quand même une différence et de taille, c'est qu'elle repose sur le registre de la menace et de la violence et pas sur le registre de l'agence, de l'arrangement signé devant un notaire. Et puis s'il y a un souci, on verra avec le juge des prud'hommes. Mais cette violence ne s'arrête pas au conflit entre les réseaux de trafiquants. Au sein même des réseaux, l'ultra-violence est désormais la norme, comme le constate la chef de l'antenne de l'OFAST à Marseille, Olivia Glaser. C'est cet amarrage un petit peu violent, effectivement, puisque si, on va dire, les employés, parce que ce sont des employés, ne respectent pas les conditions de leur emploi, alors ça peut être la vente, si jamais on se rend compte qu'il manque de l'argent dans la caisse. Là, effectivement, ce n'est pas des procédures de licenciement classiques, c'est plutôt des violences. Alors, ça peut aller de coups portés,
Voilà, ça peut aussi, de façon plus grave, ça peut être aussi ensuite des tirs d'armes à feu, d'intimidation, des séquestrations. Voilà, donc on est sur un milieu extrêmement violent. Au début des années 2000, malgré cette violence endémique, le business du shit continue de tourner à plein régime. Cette drogue est désormais un produit du quotidien. Sur les points de vente, la demande explose. La vente, elle descend dans la rue. C'est progressif dans ces années 90, mais surtout 2000. Claire Duport. Elle descend de plus en plus dans la rue parce que la demande devient très importante et que c'est pas possible d'avoir 100, 200 personnes qui sonnent à la porte de votre appartement. Face à une demande qui explose, les points de vente se multiplient. Désormais, tous les quartiers de Marseille, ou presque, ont leur point de deal. Et pour les gérer, une véritable structure des réseaux se met en place. Ils s'intègrent dans une mécanique économique et financière qui est celle du libéralisme capitaliste et qui fonctionne de cette façon-là, avec les mêmes fonctions et les mêmes postes. Donc elle est huilée pour cette raison-là. Ce n'est pas les trafiquants de drogue qui ont huilé la mécanique. C'est la mécanique qui est huilée. C'est comme une entreprise classique, légale, sauf qu'elle ne l'est pas. Et ils sont très très bien organisés. Il y a même leurs jours de congé, ils ont des jours de congé prévus, à quelle heure ils sont ravitaillés alors certes pour la vente du produit, mais aussi leur pause déjeuner. Nous, on a pu voir au cours de nos dossiers et des auditions des gardés à vue que c'était vraiment extrêmement bien encadré. Par exemple, si un vendeur un jour est malade, il faudra qu'il soit remplacé, il doit le prévenir le chef du réseau le plus tôt possible pour être remplacé. Donc c'est vraiment une organisation bien huilée en fait. Dans le détail, l'organisation est comparable au taylorisme où chaque membre du réseau a un rôle très précis. Une façon de gérer les affaires que Claire Duport documente depuis plus de 20 ans. Et elle définit 3 niveaux d'organisation. Il y a une strate qui est celle de la vente de rue au détail. Alors là, oui, il y a un ou plusieurs gérants de tel ou tel point de vente, eux-mêmes qui s'adjoignent parfois des sortes de directeurs des ressources humaines, de gens qui sont chargés de recruter les autres. C'est pas forcément le même qui fait tout ça. Il y a ce qu'on appelle des nourrices, c'est-à-dire des gens qui sont chargés de garder l'argent et ou les produits et ou les armes. Il y a des personnes qui sont chargées, là aussi, du transit entre l'endroit où est planquée la drogue et l'endroit où il est vendu. Il y a des gens qui vendent. Il y a des gens qui surveillent, qu'on appelle souvent les guetteurs. Il y a des gens qui récupèrent l'argent, qui n'ont pour fonction que ça, de récupérer l'argent et de l'amener à un banquier avec des guillemets. C'est la première strate de l'organisation des réseaux, la strate visible sur les points de deal. Mais pour faire tourner la machine du trafic, d'autres maillons de la chaîne sont nécessaires. C'est les transitaires, les transporteurs, ceux qui s'occupent du stockage, de la comptabilité, de la coupe, du conditionnement, etc. C'est pas le mec qui revend, qui fait la coupe, qui conditionne dans les sachets, vous voyez. Donc il y a une strate intermédiaire là entre la production et l'arrivée du produit jusqu'au point de vente et la vente. Voilà, le stockage, le conditionnement, la coupe, voilà. Et enfin, en haut de l'échelle, il y a ceux que Claire Duport appelle les donneurs d'ordre. Ce sont eux qui tirent les ficelles du business. J'emploie rarement le terme de chef de réseau parce que ce serait imaginer qu'il y a une tête de pont dans une organisation de trafic qui décide de tout et pour tout le monde. Si on tient compte des compétences nécessaires, c'est juste pas possible. Donc, dans cette strate qui est celle des donneurs d'ordre, de ceux qui décident de choses, déjà, il y a des producteurs. C'est pas les mêmes que ceux qui vendent. Il y a des transformateurs, des gens qui transforment les choses en produits consommables. Il y a des investisseurs,
très probablement qu'il y a des gens aussi propres que vous et moi qui investissent de l'argent dans cette activité. Il n'y a pas de raison que cette économie-là, elle fonctionne pas aussi comme ça. Il y a des courtiers, c'est-à-dire des gens qui servent d'intermédiaires entre les producteurs, les investisseurs, des sortes de commerciaux, quoi, et des sortes de chefs de réseau, etc. Et puis après, autour de ce que les services policiers appellent parfois les chefs de réseau, autour d'eux, il y a forcément des logisticiens, des gens qui organisent l'acheminement du produit, de l'argent, des armes, qui recherchent des routes, des planques, etc. Donc des logisticiens avec des tas de compétences différentes. Il y a des banquiers, avec des guillemets, mais voilà, des gens qui recueillent l'argent, qui le font circuler. Leur boulot, c'est le pognon, ils savent faire avec, etc. Il y a des blanchisseurs, des gens qui savent, dont c'est le métier, comme dans les économies légales. Il y a des gens dont l'unique métier est de permettre l'évasion fiscale. Voilà, c'est peut-être les mêmes d'ailleurs. Il y a des notaires, avec plein de guillemets, certainement pas dans un bureau notarial officiel, mais des gens qui vont faire en sorte de valider une transaction, un accord. Il y a des avocats qui ne sont pas forcément impliqués dans le trafic, mais qui font leur travail d'avocat dans ces organisations-là. Toute cette strate, je la mettrais sous le grand item de donneur d'ordre parce que là, il y a des gens qui décident de choses importantes dans le trafic. Et si vous voyez ces différentes fonctions, ça ne peut pas être une seule personne qui fait ça. C'est pas possible. C'est forcément tout un tas de gens différents. Système très organisé, le trafic de cannabis à Marseille sait avant tout s'adapter à l'évolution du marché pour mieux écouler la marchandise. Une capacité prouvée ces dernières années avec par exemple le développement du Uber Sheet. En plus des points de deal, les trafiquants livrent désormais à domicile. Une des grandes particularités de ces organisations de trafic de drogue, c'est d'être extrêmement réactive à l'ère du temps. Et cette adaptation, elle est à la fois au contexte, au pluriel, contexte financier, tiens, ça bloque du côté de tel paradis fiscal, en 2-2, on s'organise vers tel autre, tiens, telle chose est plus sécurisée, on trouve autre chose, etc. Et puis aussi, il s'adapte très vite à la demande d'une clientèle. Si la commande à travers des applications numériques, l'immédiateté et la livraison est mise en place très rapidement et très efficacement par les réseaux de vente de drogue, c'est aussi parce que pour répondre à une clientèle qui n'a plus envie d'aller jusqu'au quartier chercher son gramme et qui, de la même façon qu'elle le fait avec ses bouquins ou ses yaourts, tant qu'à faire, si elle peut être livrée à la maison pour le même prix ou à peine 2 € de plus, c'est pas plus mal. Et dans cette nouvelle économie concurrentielle du shit à la sauce Uber, les trafiquants cherchent à se démarquer. Sur les réseaux sociaux comme sur les points de deal, les dealers rivalisent d'idées pour séduire la clientèle, comme le constate Olivia Glaser, la chef de l'antenne Ofast de Marseille. Le marketing d'un point de deal, donc vous voyez, vous avez des goodies. Donc là, en l'occurrence, c'est une boîte avec des dessins assez graphiques à la mode actuellement, avec un petit porte-clés Nike. Voilà, une petite chaussure Nike. Et à l'intérieur, là bien sûr ça a été enlevé, à l'intérieur il y avait un petit pochon d'herbe de cannabis. Donc ça a été saisi lors d'un dossier Ofast sur une saisie de produits. Bon, il y avait de la saisie en gros et puis il y avait ces petits goodies. Mais il y avait plein d'autres choses. Il y avait des goodies avec d'autres symboles de manga par exemple. Et donc voilà, donc là j'en ai gardé un pour montrer à quel point c'est intéressant. Et puis c'est mignon parce que franchement ce serait pas du stup. Moi la première j'aurais envie de l'avoir le goodies, je vous le dis. Voilà, donc, et ils sont très forts là-dessus. Malheureusement, aujourd'hui, il faut savoir aussi que les jeunes filles servent de goodies, parce que ce dont on parle moins, c'est que parfois, vous avez en cadeau peut-être un échantillon gratuit, puis une fellation aussi. Aujourd'hui, les jeunes filles, alors ça peut être des jeunes filles au même titre que les jeunes garçons qui viennent de toute la France, parfois dans les cités, qui sont presque condamnés à faire de la prostitution pour le réseau et elles servent de goodies. Dernier changement important dans l'organisation des réseaux, l'évolution de la main-d'œuvre sur les points de deal. Ces guetteurs ou vendeurs, hier originaires des quartiers de Marseille, viennent aujourd'hui majoritairement d'ailleurs. Jean-Baptiste Perrier.
Dans les cités, d'abord, les personnes qui se font interpeller et qui se font incarcérer, donc moins de main-d'œuvre. Ensuite, parce que les règlements de compte découragent localement. L'idée selon laquelle, quand on grandit dans une cité à Marseille, on rêve de devenir trafiquant de stupéfiants, il faut vraiment revenir et la remettre en cause. Ces personnes qui voient ce qu'est le trafic depuis longtemps, qui voient les règlements de compte, qui connaissent des gens qui sont fait tuer, qui sont fait interpeller. Donc nécessairement, ça décourage. Alors que quand on est à des centaines de kilomètres, on peut plus facilement être sensible aux fantasmes de l'argent facile. Très vite, ils se prennent en photo, ils publient des vidéos sur TikTok avec des liasses de billets qu'ils auraient gagnés, etc. Et puis aussi parce qu'elle est moins chère, parce qu'on met en concurrence. Trouver de la main-d'œuvre sur place, pour ça, les prix ont un peu baissé, la rémunération, parce que comme c'était de plus en plus difficile de trouver des gens sur place, il fallait les payer de plus en plus cher. Et puis à un moment, on s'est dit, on va chercher ailleurs. Ensuite, et ça, c'est ce qui a donné l'envie de continuer, ils se sont rendus compte que lorsque les personnes venaient de l'extérieur, connaissaient moins les lieux. Et c'est quelque chose qui est d'ailleurs recherché. C'est-à-dire qu'on va éviter de leur faire visiter la ville, etc. On les prend, on va les chercher à la gare, on les met dans un endroit, puis on les amène sur le réseau de trafic, on les ramène. Voilà, ils auraient du mal à savoir où ils se trouvent dans la géographie de la ville parce qu'ils ne la connaissent pas. Et donc, c'est vraiment voulu d'avoir des gens qui sont désorientés d'une certaine façon pour éviter, parce qu'on ne les connaît pas, qu'ils s'enfuient avec les stupéfiants, qu'ils se fassent interpeller, qu'ils partent avec de l'argent, etc. Véritable capitale du shit avec près de 100 points de deal répartis sur toute la ville, Marseille a d'abord fait sa renommée sur le cannabis. Mais depuis peu, un autre produit inonde les points de deal au point d'alerter les autorités. Une drogue en passe de devenir le produit phare dans le commerce de l'illégal, et ce produit, c'est la cocaïne. Un nouvel épisode de Cartel Nord chaque mercredi sur les plateformes d'écoute habituelles. Cartel Nord est un podcast original, La Provence. Retrouvez tous les autres podcasts sur laprovence.com.